Le binge-watching fait référence à cette pratique qui consiste à enchaîner le visionnage d'une multitude d'épisodes de séries télé. Et évidemment, le terme est dérivé, il est directement emprunté aux autres formes de conduite binge, comme le binge drinking ou le binge eating, parce que il y a cette même notion, cette même idée sous-jacente d'une consommation importante, effrénée et compulsive qui prend place sur une courte période de temps. Alors, les pratiques de binge-watching, ce n'est pas non plus tout à fait nouveau. Souvenez-vous du temps où il était d'usage de regarder des épisodes de séries télé sur support DVD. Eh bien, on pouvait tout à fait faire la collection de nos coffrets DVD et décider de visionner l'intégralité d'une saison sur une nuit ou sur une journée. La différence aujourd'hui, c'est que ces pratiques se sont largement popularisées, jusqu'à même devenir la norme quelque part, suite à l'avènement des services de vidéo à la demande et de streaming comme Netflix, qui ont ceci de particulier qu'ils rendent disponible l'intégralité des épisodes immédiatement. Alors fini le temps où on devait attendre une semaine pour pouvoir passer à l'épisode suivant de notre série favorite. Aujourd'hui, on peut regarder autant d'épisodes que nous le souhaitons, n'importe quand, n'importe où, et sur n'importe quel type d'appareil numérique qui présente une connexion à Internet. Donc, pour ainsi dire, on est vraiment rentré dans une ère de gratification immédiate en ce qui concerne notre visionnage d'épisodes de séries télé. Et juste pour vous donner une petite idée, à l'heure actuelle, à travers le monde, il y a quand même plus de 220 millions de personnes qui ont un abonnement à Netflix. Alors ici, on parle des abonnements en bonne et due forme, moyennant un paiement mensuel. Ces chiffres ne prennent même pas en compte tous les utilisateurs additionnels qui bénéficient des partages de comptes. Et parmi ces utilisateurs, une large majorité, 72%, indiquent pratiquer le binge-watching régulièrement. Et plus intéressant encore, 75% d'entre eux admettent regarder régulièrement plus d'épisodes que prévu initialement. Donc il semblerait finalement qu'il y ait quelque chose de notre autocontrôle, de notre autorégulation qui soit mise à l'épreuve par ces plateformes de streaming. Et c'est d'ailleurs une ambition généralement assumée. Peut-être que vous connaissez cette déclaration désormais devenue célèbre de Reed Hastings, qui est le fondateur et co-directeur de Netflix, et qui disait il y a quelques années, ben voilà, avec Netflix, vous avez un film ou une série que vous avez très très envie de visionner, ce qui fait que vous allez veiller jusqu'à tard dans la soirée pour le faire. Et donc, finalement, Netflix est entré en compétition avec le sommeil. Et il remporte cette compétition. Bon. Alors, il y a dans la littérature scientifique un intérêt grandissant pour le binge-watching, avec une augmentation des études publiées sur le sujet au fil des ans, comme vous le voyez représenté ici. Et ce qui est intéressant d'observer finalement, c'est qu'on voit clairement que c'est depuis 2013, avec l'apparition de Netflix sur le marché, que les études sont très vite apparues sur le binge-watching et ont carrément proliféré jusqu'à venir constituer un véritable nouveau champ de recherche en soi, si bien que les premières revues systématiques de littérature sur le sujet ont récemment pu être publiées. Et qu'est-ce que nous indiquent ces revues de littérature? Eh bien, que le binge-watching fait l'objet d'inquiétudes grandissantes en tant qu'activité potentiellement préjudiciable. Parce que ces premières études mettent en évidence l'existence de conséquences négatives associées à des pratiques de binge-watching excessives, voire dérégulées. On rapporte des implications en termes de santé, principalement liées au fait que voilà, la personne va rester longtemps en position assise, ou alors parce que la personne va adopter un mode de vie plus sédentaire. Mais on rapporte aussi des impacts négatifs sur le sommeil, forcément. Si on veille jusqu'à tard à regarder notre série télé, on va finir par manquer un peu de sommeil.
Une mauvaise hygiène alimentaire aussi, parce que typiquement, ce sont des comportements qui vont être associés à des comportements de grignotage. Et on retrouve également une forme de négligence, de réduction d'autres activités, d'autres centres d'intérêt qui étaient auparavant plus investis par la personne. Une réduction de la vie sociale et même une association avec des troubles émotionnels. Et certaines de ces premières études vont même jusqu'à conceptualiser le binge-watching comme une activité potentiellement addictive, parce qu'elle rapporte des aspects de perte de contrôle sur le visionnage qui sont principalement représentés par des tentatives infructueuses pour contrôler ou réduire le visionnage ou bien par des sessions de visionnage qui durent plus longtemps que prévu initialement. Par conséquent, le binge-watching a eu tendance à être très vite considéré dans la littérature scientifique comme une nouvelle forme d'addiction comportementale. Et pourquoi? Parce que dans la recherche sur les addictions comportementales ces 10-15 dernières années, il y a vraiment eu cette tendance à adopter une approche centrée sur les symptômes et ayant été conceptualisée comme étant confirmatoire. Alors, en quoi consiste cette approche confirmatoire? C'est relativement simple. Elle suit généralement 3 étapes. Dans une première étape, on va venir réaliser une analyse symptomatique de la surimplication apparente d'une personne dans une certaine forme de conduite, c'est-à-dire qu'on va chercher à repérer la présence de symptômes évocateurs comme la perte de contrôle. Et sur cette base, on va venir conceptualiser a priori le comportement en question comme une nouvelle forme d'addiction comportementale. Et puis, dans un deuxième temps, on va chercher à développer des instruments d'évaluation, typiquement des questionnaires, pour venir mesurer cette conduite. Et pour cela, on va tout simplement venir recycler les critères classiques des addictions en substances et on va venir les transposer finalement au contexte de la conduite en question. Et alors, dans un troisième temps, on va utiliser ces questionnaires pour mener un certain nombre d'études afin d'examiner si l'on retrouve des associations positives entre le comportement considéré et les facteurs de risque connus des addictions aux substances comme l'impulsivité, certains traits de personnalité et des difficultés d'autocontrôle. Et si tel est le cas, si on retrouve ces associations positives, alors on va généralement considérer que le comportement en question mérite attention clinique. Et pour rendre cela beaucoup plus concret pour vous, je voudrais vous présenter le tout premier questionnaire qui a été développé et validé pour évaluer justement ces comportements de binge-watching problématiques. Il s'agit du Problematic Series Watching Scale qui a été publié dans le Journal of Behavioral Addictions en 2016 par une équipe de chercheurs hongrois. Et vous allez vite voir qu'ils ont tout à fait appliqué cette approche confirmatoire. Ils sont vraiment venus recycler les critères classiques des addictions aux substances et ils les ont adaptés au contexte des séries télé. Donc, ils se sont fondés sur le modèle en composantes de l'addiction proposé par Brown qui stipule qu'on a vraiment 6 composantes, 6 symptômes clés pour déterminer une addiction. Et leur stratégie était finalement de proposer 6 items avec chacun de ces items évaluant une composante clé du modèle de l'addiction. Alors voilà le questionnaire, les 6 items. Et si vous aimez regarder des épisodes de séries télé, je vous suggère de répondre à chacun de ces items pour vous-même. On a un premier item qui est là pour évaluer la science. Avez-vous déjà pensé à comment vous pourriez libérer plus de temps pour regarder des séries télé? Un deuxième item pour évaluer la tolérance. Avez-vous déjà passé plus de temps à regarder des séries télé que prévu initialement? Un troisième item pour évaluer la modification de l'humeur. Avez-vous déjà regardé des séries télé pour pouvoir réduire vos émotions négatives? Un item pour évaluer la rechute. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de réduire votre visionnage de séries télé et vous ne l'avez pas fait? Un item pour évaluer le manque. Avez-vous déjà été irrité ou perturbé parce qu'on vous a empêché de visionner vos épisodes de séries télé? Et un dernier item pour évaluer le conflit. Est-ce que vous avez déjà délaissé un proche, quelqu'un qui vous est cher, à cause de votre visionnage d'épisodes de séries télé?
Alors, je pense que vous voyez où je veux en venir, hein. Le problème avec ce genre d'item, finalement, c'est qu'on peut venir scorer très haut à ce type de questionnaire et finir par être considéré comme un binge-watcher problématique en nécessité de traitement. Et ça, c'est vraiment un des principaux écueils liés à l'utilisation de cette approche confirmatoire. Il y en a un certain nombre, mais celui-là est vraiment dominant. C'est qu'en appliquant comme ça une approche purement basée sur les symptômes, le risque, c'est de venir surpathologiser des comportements du quotidien qui sont extrêmement répandus dans notre société aujourd'hui. Et ce que nous avons vraiment besoin de faire, c'est de venir dépasser ces approches qui sont purement basées sur les symptômes et de chercher plutôt à venir identifier la nature des processus psychologiques clés qui sous-tendent une implication problématique dans cette conduite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment personnellement cherché à faire dans le cadre de mes travaux de thèse qui portaient sur le binge-watching et dont je propose de présenter certaines données ici. Alors en fait, je vais vous présenter la toute première étude que j'ai menée sur le binge-watching. Alors c'est une étude qui date déjà d'il y a quelques années, mais qui, je trouve, est vraiment pertinente pour la question qui nous intéresse. Dans cette étude, notre objectif, c'était vraiment de venir délibérément prendre le contre-pied de cette approche confirmatoire en menant une recherche qualitative pour venir identifier, explorer les caractéristiques phénoménologiques uniques du binge-watching. Donc l'idée, c'était vraiment de venir réaliser un examen en profondeur des caractéristiques toutes spécifiques à cette conduite et puis d'étudier la phénoménologie du phénomène, si je puis dire. Et pour cela, nous nous sommes tournés vers les personnes qui étaient les plus à même de pouvoir nous éclairer. Nous avons recruté 7 amateurs de séries télé, des personnes majeures qui indiquaient regarder des épisodes de séries télé régulièrement ou de façon plus intensive sur une variété de supports au cours des 6 derniers mois. Et puis, nous avons conduit avec elles un focus group, donc un échange de groupe, une discussion de groupe, dans lequel nous avons posé une série de questions qui s'intéressaient entre autres à leur motivation, à leurs pratiques, à leurs habitudes de visionnage, à la question de savoir s'il y avait réellement un impact du binge-watching dans leur vie quotidienne, ainsi qu'à leurs impressions et ressentis. L'idée ici, vraiment, était de venir décortiquer le plus possible le phénomène pour pouvoir finalement en identifier les principales caractéristiques. Et on a donc enregistré cet échange, on l'a intégralement retranscrit sur papier pour pouvoir appliquer une analyse thématique de contenu qui nous a permis de venir quantifier, dégager l'ensemble des mots-clés, concepts et notions qui revenaient, qui avaient une certaine récurrence dans l'échange, et puis on les a ensuite catégorisés et organisés en thèmes et sous-thèmes pour pouvoir déterminer finalement leur ordre d'importance, leur ordre de prévalence pour la caractérisation de ce phénomène. Alors, nos résultats, ce qu'ils indiquent, c'est que finalement, presque la moitié de l'échange a porté sur la question des motivations liées au visionnage de séries télé. Un tiers de l'échange portait sur la nature de l'engagement dans le visionnage de séries télé, donc un engagement élevé mais non problématique, ou bien un engagement problématique. Et un dernier 18% de l'échange, lui, portait sur les caractéristiques structurelles des séries télé. Alors, par caractéristiques structurelles, ce qu'on entend, c'est vraiment ces aspects structurels de design qui sont implémentés dans ces plateformes de streaming, vraiment ces aspects purement technologiques qui sont mis en place pour venir favoriser quelque part les comportements de binge-watching. Mais les caractéristiques structurelles, ça pouvait aussi indiquer les aspects plus narratologiques liés à la façon dont les épisodes de séries télé sont construits et sont écrits, là aussi pour venir encourager les comportements de binge-watching. Et ce dont on s'aperçoit quand on réalise ces analyses, c'est que finalement, il y a vraiment une constellation de facteurs qui semblent avoir une implication importante dans la compréhension du phénomène de binge-watching. Donc des facteurs motivationnels, émotionnels, socio-contextuels, environnementaux, structurels, qui nous laissent vraiment penser que finalement le binge-watching, c'est peut-être pas une conduite si uniforme que ça, mais qu'en tout cas, elle est vraiment multidéterminée.
Et alors, sans grande surprise, nous avons pu identifier des ressemblances avec les addictions aux substances, vraiment des connexions logiques. La plupart de nos participants indiquaient consacrer parfois un temps vraiment important, vraiment significatif au visionnage de séries télé. Ils indiquaient aussi que très souvent, leur session de visionnage dure plus longtemps que prévu initialement et que finalement, ils avaient déjà tenté plusieurs fois de réduire un peu leur visionnage d'épisodes de séries télé sans y parvenir. Et il rapportait aussi une certaine réduction dans les autres centres d'intérêt. C'est-à-dire, je me souviens d'une participante qui nous disait moi finalement avant je lisais beaucoup de bandes dessinées et puis depuis que je me suis mise à regarder des épisodes de séries télé sur ces plateformes, je ne lis plus du tout. Alors, des ressemblances, mais nous avons aussi recensé des différences. Par exemple, la majorité de nos participants avaient une opinion très très positive du binge-watching, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être impliqués de façon très élevée, voire intensive, dans le binge-watching, dans le visionnage d'épisodes de séries télé, mais de façon très positive dans le sens où ça leur apportait énormément de bénéfices dans leur vie. Ce que les participants indiquaient également, c'était que quand il y avait surimplication, c'est-à-dire quand il y avait vraiment comportement de binge-watching d'allure intense, voire excessive, eh bien c'était généralement transitoire, ça ne durait pas dans le temps et c'était pour la plupart des cas dépendant au contexte. Et ce que les participants indiquaient encore, c'est que finalement, oui, il y avait un impact sur la vie quotidienne, principalement lié à la quantité de sommeil, mais somme toute, l'impact était relatif. On avait seulement une participante sur les 7 qui nous indiquait quand même avoir loupé son année académique à cause de ses comportements de binge-watching qu'elle ne savait pas réguler efficacement. Et en somme, la plupart des participants reconnaissaient que le binge-watching avait effectivement quelque chose d'addictif en soi, mais tous s'accordaient pour dire qu'ils ne se considéraient pas pour autant comme de véritables addicts au sens négatif du terme. Et ce qui est intéressant et ce qui apparaît clairement dans ce type de données qualitatives, c'est que si on venait appliquer purement et simplement le modèle de l'addiction ici, finalement, on viendrait simplifier un phénomène qui est en réalité tout à fait complexe et multidéterminé. Donc on a vraiment cette réelle nécessité de venir sophistiquer notre approche et notre compréhension du binge-watching. Et c'est la raison pour laquelle nous avons meilleur temps de venir nous intéresser au processus, à l'identification de la nature des processus, et notamment des processus psychologiques clés qui viennent sous-tendre une implication problématique dans cette conduite, et voir si, en faisant cela finalement, on n'arrive pas à développer des modèles de conceptualisation alternatifs qui seraient plus valides ou en tout cas plus pertinents pour cette conduite. Et je n'ai malheureusement pas le temps de développer plus avant ici, mais je voudrais juste conclure en mentionnant que ça, c'est vraiment un effort de recherche qui a le mérite de se développer depuis ces 2-3 dernières années et que les données disponibles actuelles semblent indiquer davantage que un binge-watching, un engagement problématique dans cette conduite du binge-watching semble plutôt s'apparenter à une conduite de coping dysfonctionnel, c'est-à-dire une conduite qui serait mise en place pour venir pallier pour venir faire face à des expériences émotionnelles négatives intenses. Ce qui sous-entend que finalement le binge-watching serait plutôt à venir appréhender comme un comportement de type compensatoire plutôt que réellement addictif en soi. Je vous remercie.